ce qui est peu probable. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Faceful Podcast. Aujourd'hui, on va faire une preview de la Free Agency 2022 des 49ers. On va parler prolongation de contrat, on va parler coupe, restructuration, mais on va aussi parler des besoins et de quelques pistes de joueurs qui pourraient selon nous être de bonnes recrues pour l'effectif de Shanahan. En fin d'épisode, s'il nous reste du temps, on débattra aussi de la perspective de trade de Jimmy Garoppolo, qui est censé arriver d'ici à Free Agency, c'est-à-dire d'ici mercredi, et on répondra aux quelques questions qui nous ont été posées sur Twitter. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Kevin, Elliot et Olivier. Salut les gars. Salut Loïc, salut à tous. Hello, salut. Salut, bonsoir. Alors avant de commencer, on va juste faire un point sur l'actu de ces 2 derniers jours. Puisque dans notre coaching staff, il y a eu énormément de mouvements. J'avais dit à la fin du dernier épisode qu'on avait perdu à peu près tous nos coachs de position en attaque. Là en l'occurrence, tous ceux qui étaient restés ont eu des promotions. Chris Forster, notre coach GOL, est devenu notre coordinateur du run game. Bobby Slowick, qui était notre passing game spécialiste, est devenu notre coordinateur du passing game. Donc on se retrouve avec un duo de coordinateurs comme à l'époque où on avait Mike Lafleur et Mike McDaniel. Et les autres qui étaient restés, c'était nos quality control coach. Il y en a un qui est devenu coach des tight ends, un qui est devenu coach des receveurs. Anthony Lynn, en plus d'être assistant head coach, sera notre coach des running back. Et enfin, on a embauché Brian Grease, un ancien quarterback de NFL, comme nouveau coach des quarterbacks. Et on a retrouvé aussi Brian Schneider, qui était le coordinateur des équipes spéciales des Seahawks pendant les années 2010, et qui est devenu notre coordinateur des équipes spéciales, puisqu'on a perdu Richard Hightower. La deuxième actu de ces derniers jours, c'est le départ de Wilson. On va pas revenir là-dessus parce que je pense que tout le monde est au courant. Mais potentiellement, ça fait 2 victoires de plus par an pour les 49ers sur les prochaines saisons. Non, ça c'est pas sûr. On est capable quand même de trouver le moyen de perdre contre Drew Lock juste parce qu'il porte un maillot des Seahawks. Ça serait très inquiétant, mais on est capable. On est capable. On a vu contre Colt McCoy que n'importe qui peut devenir MVP contre nous. Donc le thème de l'épisode, c'est les free agents, la free agency de façon générale. Et on va commencer par les joueurs qui arrivent en fin de contrat. Donc on va pas revenir sur tout le monde parce qu'il y en a 25-30 des joueurs free agents dans l'effectif des Niners. Mais on va revenir sur les 8-9 plus importants qui seront donc free agents mercredi, puisque la free agency ça commence mercredi 16 mars à 22h. Et donc je vais commencer par une question. Je vais pas vous demander d'argumenter, juste de me répondre un nom, chacun à votre tour, qui est la priorité absolue en termes de prolongation de contrat parmi nos free agents. Elliot. Aziz Al-Shahir. Olivier. Moi, je dirais Williams. Et Kevin. Laken Tomlinson. Ce sera Laken Tomlinson pour moi aussi. Donc je propose qu'on commence par lui, puisqu'on est deux à l'avoir en priorité absolue. Pourquoi c'est la priorité absolue, Kevin ? Pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de la ligne offensive derrière l'intouchable Trent Williams. Et je pense que quand on s'apprête à lancer dans le grand bain un jeune quarterback aussi inexpérimenté, c'est indispensable d'avoir une ligne offensive qui peut le protéger correctement. Déjà que Trent Williams est un peu seul, si on perd en plus Laken Tomlinson, ça peut être compliqué de protéger notre nouveau quarterback comme il faut. Puis on rappelle qu'on risque de perdre Alex Mack qui pourrait prendre sa retraite, que ce soit maintenant, dans les prochaines semaines, mais à mon avis il ne le fera pas parce que sinon il l'aurait déjà fait, ou que ce soit la saison prochaine. Mais enfin on va bientôt avoir un trou au poste de centre et on n'est toujours pas fixé au poste de garde droit. Donc à un moment, si on a une certitude avec Laken Tomlinson à l'intérieur de la ligne offensive et qu'en plus on change de quarterback, donc on a besoin de protéger Trey Lance, pour moi on doit conserver nos certitudes et c'est un pro bowler, Laken Tomlinson, donc il faut à tout prix le conserver.
avec encore un point d'interrogation sur Mike McGlinchey, dont on s'interrogeait dans l'épisode précédent sur la progression et sur ce qu'il peut encore apporter. Donc, ouais. Aussi. Donc il y a beaucoup de questionnements sur la ligne offensive. Et même Trent Williams, il a quoi? Il a 33, 34 ans. Je crois qu'il aura 34 ans la saison prochaine. Donc pour moi, il faut prolonger Tomlinson et il faut lui donner le moins possible, mais il faut quand même le prolonger et il faut lui donner 3-4 ans de contrat facile. Je suis plutôt d'accord avec vous. En fait, j'ai hésité vachement entre Alshire et Tomlinson. Pour moi, c'est les deux agents libres les plus importants à signer. Après, ouais, j'ai un peu peur sur la faisabilité du truc. Est-ce qu'il va pas nous coûter trop cher? J'aimerais beaucoup qu'il prolonge parce que c'est un pro bowler, donc c'est un des top guards de la ligue. Après, ça va dépendre aussi du prix. On a besoin d'avoir du monde sur la ligne offensive pour protéger Trey Lance, mais il va falloir aussi regarder le prix. Quelque chose à rajouter sur Tomlinson, Olivier? Non, je suis du même avis que vous. Hein, pour moi, c'est ce que disait Elliot. Le problème, c'est qu'il va nous coûter de l'argent. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en priorité. Il va chercher à avoir un beau contrat. Il a 30 ans. Il est dans la force de l'âge pour un homme de ligne. Donc, moi, c'est plus au niveau de la faisabilité, comme disait Elliot. C'est tout. Sinon, c'est sûr que c'est un joueur que je garderai en priorité. Je propose qu'on passe au suivant. Pourquoi Kevin Williams, Olivier? Tout simplement, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, à son poste, c'est l'un des meilleurs. Au niveau des corners, on ne peut pas dire que ce soit notre poste où nous soyons le plus fort. Loin s'en faut. Et l'année dernière, il n'a pas demandé un salaire exceptionnel pour rester. Je pense qu'on peut trouver un arrangement, un salaire correct. Ça, et Kevin Williams, on l'a totalement sous-payé ces dernières saisons. Donc s'il continue d'accepter ce genre de salaire, pour moi, n'importe quel salaire en dessous de 5-6 millions pour Kevin Williams, vu notre besoin à poste de cornerback, je ne vois pas comment on pourrait dire non. Ouais, puis il tapait à 2,5 millions. Donc si on le reprend même au même salaire, c'est très intéressant pour nous. Je suis d'accord avec Olivier, c'est un super nickel corner. Sûrement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de la ligue. Et je pense qu'il est aussi attaché à la franchise. Donc je pense que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on l'a re-signé à pas grand-chose ces dernières saisons. Et qu'on pourrait encore continuer à le signer dans les mêmes tarifs les saisons à venir. Surtout qu'il va avoir bientôt 31 ans. C'est pas comme pour les hommes de ligne qui se bonifient avec l'âge et qui, quand ils arrivent à la trentaine, sont dans leurs meilleures années. Un corner, il a tendance, comme c'est un poste où la rapidité compte vachement, un corner, il a tendance peut-être à régresser à partir de 30 ans. Donc on peut utiliser ça pour lui faire signer un contrat un peu moins élevé que ce qui vaudrait vraiment. Alors voilà pour Kevin Williams. Et donc le dernier joueur que l'on a choisi en priorité absolue, c'est Aziz Al-Shaair. Pourquoi t'as choisi ce joueur, Elliot? Parce que c'est un titulaire indiscutable, un poste essentiel, et qu'il est en pleine progression. Ça reste encore un jeune joueur, il n'a pas encore 25 ans. On l'a récupéré, il n'était pas drafté. L'année dernière, on l'a payé $590,000, ce qui est vraiment absolument rien pour le niveau qu'il a affiché sur le terrain. C'est payer un joueur à ce prix-là pour ce niveau-là, c'est un braquage. Et on le re-signera pas à ce tarif-là. Faut se mettre les idées en place. On va le re-signer beaucoup plus cher. Mais je pense qu'il est essentiel de garder le trio Greenlaw, Warner, Al-Shaair, parce que c'est 3 jeunes joueurs et que si on arrive à garder ces 3-là longtemps, on est tranquille sur le poste de linebacker pour les 5, 6, 7, 8 années à venir. Justement, moi je trouve que l'argument qui fait que c'est un joueur que j'ai envie qu'on re-signe, mais qui pour moi n'est pas dans la discussion de la priorité absolue, c'est qu'on a Dre Greenlaw et évidemment qu'on a Fred Warner. Du coup, j'ai envie de me dire, et on fait émerger des talents à ce poste-là avec pas grand-chose. Warner, c'est un 3e tour de draft, Greenlaw, un 5e tour, et Aziz Al-Shaair, c'est un undrafted. Donc moi, je suis tellement pas inquiet à ce poste-là que je me dis que justement, peut-être, si on a vraiment besoin d'aller chercher des millions à droite à gauche, il faudra peut-être choisir entre Greenlaw, qu'on peut couper sans dead money, ou Aziz Al-Shaair, même si j'ai envie de garder les 3 évidemment. Il faudra peut-être choisir entre Greenlaw et Al-Shaair. Ouais, mais parier sur le fait qu'on va réussir à faire émerger un talent, c'est un petit peu hasardeux. Parce que là, c'est vrai que c'est 3 joueurs qu'on a réussi à obtenir assez bas dans la draft, 3e, 5e et undrafted. Mais c'est un gros pari de se dire qu'on va réussir à créer des talents en les récupérant aussi bas. On a eu aussi, même si on a un bon coaching staff, on a eu aussi la chance de tomber sur ces joueurs de talent. C'est ça, on a la chance d'avoir 3 joueurs exceptionnels. Autant essayer de les re-signer si jamais on arrive à faire accepter à Aziz Al-Shaair un 4-5 millions.
banco, et puis on aura 3 super linebackers qui vont encore faire un gros chantier face aux attaques adverses. Donc je pense qu'il faut pas s'en priver, au moins d'essayer. Olivier, quelque chose à rajouter? Non, non, je suis totalement d'accord. Dans l'absolu, Ouais. les joueurs qu'on a me vont très bien, mais après, on en revient, c'est même cas que pour Tomlinson, c'est financièrement parlant. Voir comment ça peut se goupiller ou pas. Alors je propose qu'on passe à un autre joueur dont on a déjà un peu parlé dans l'épisode précédent. C'est DJ Jones. Ça peut faire débat parce que comme on l'a, je pense, très bien expliqué dans l'épisode, dans la deuxième partie du premier épisode, DJ Jones c'est un excellent run stopper. Mais il a fait une saison tellement exceptionnelle qu'il se pourrait qu'il nous coûte trop cher. Enfin, qu'il nous coûte très cher en tout cas. Trop cher. Est-ce qu'on peut le re-signer, DJ Jones, financièrement? Non, pour moi, c'est impossible. Pour moi, c'est complètement impossible. Il a pas gagné beaucoup d'argent. C'est maintenant qu'il va être payé. Et c'est tout à fait normal. On en revient à ce qu'on disait la dernière fois. C'est un joueur qui a d'énormes qualités, qui a fait une saison exceptionnelle. Et maintenant, il va vouloir être payé. C'est tout à fait normal. Donc, il va avoir un salaire entre 7 et 10 millions par an. Et nous, on n'a pas les moyens à l'heure actuelle de le payer. Et c'est pas notre priorité. Comme on disait avec Armstead et Kinlaw en poste de defensive tackle, on n'a pas un besoin prioritaire de ce joueur-là. Oui, c'est ça, j'ai du mal à croire à sa prolongation et à son avenir chez les 49ers. On a eu énormément de chance qu'il soit là pour faire une sorte de pont entre le départ de DeForest Buckner aux Colts et puis l'éclosion future, on l'espère, de Javon Kinlaw. Il a rendu de grands services, maintenant c'est sa chance d'obtenir un gros contrat, d'assurer son avenir. Il va signer un gros contrat, mais j'aurais du mal à croire que ce soit chez nous. En tout cas, je pense qu'on a d'autres priorités. Est-ce qu'on va pas manquer d'un nose tackle si on le re-signe pas? Non, c'est aussi pour ça qu'on avait drafté Javon Kinlaw à l'époque, quand on a perdu DeForest Buckner. C'est que c'est pour être en fait notre defensive tackle et nose tackle. Sur les actions, on a besoin d'un nose. On l'a pas vu forcément cette année parce qu'il a été blessé, mais il a fait une saison plutôt correcte, sa saison rookie. Il a montré qu'il était capable de tenir, surtout que sa saison rookie, il y avait quasiment personne sur la ligne parce que Bosa était blessé. Là, si l'année prochaine il revient en bonne forme avec Bosa, avec Armstead et avec sûrement d'autres joueurs, je pense qu'il va être capable de briller à l'intérieur de la ligne défensive. Et du coup, certes, si on peut avoir DJ Jones à un tarif ridicule, on s'en privera pas, mais ça n'arrivera pas. Donc, je pense que Javon Kinlaw peut combler ce manque. Du coup, si je vous demandais de donner un plafond maximal, s'il demande en dessous de ce plafond, on re-signe DJ Jones. Ce serait quoi? Ce serait 5-6 millions? Ouais, 5, 6, 7 millions peut-être, mais ça va tellement dépendre de ce qu'on va offrir à Nick Bosa, à Deebo Samuel, à ces gars-là, que c'est dur à dire en ce moment. Ouais, c'est compliqué. Financièrement, on n'a pas une marge monumentale au niveau du cap. Et on sait que dans peu de temps, on a des joueurs stars à re-signer. Et c'est pas possible de tout mélanger. Là, pour moi, DJ Jones, à part miracle, pour moi, c'est impossible qu'il revienne. Alors, je propose qu'on passe à un autre titulaire. C'est Jacquizz Kittart au poste de strong safety. On lui a donné le minimum vétéran l'année passée. Donc ça veut dire 1 million et des poussières. Et donc faudra voir combien il demande et est-ce qu'il accepte ce salaire-là. Mais est-ce que s'il demande d'être payé... Parce que Jimmy Ward est payé 12 millions. Si Tart se dit, bah alors pourquoi si Ward est payé autant, moi je pourrais pas gagner 3, 4, 5 millions? Est-ce que dans ce cas-là, avec Hufanga qui attend sur le banc, on va le payer autant? Voilà. Honnêtement, c'est dur pour lui, parce que je pense que s'il fait cette interception en finale de conférence et qu'il nous sécurise une place au Super Bowl, On y revient. je pense qu'il peut le demander, ce 12 millions, et c'est pas sûr qu'une équipe ne lui donne pas. Mais là, j'ai du mal à y croire, donc en tout cas, moi je lui donnerai pas. Non, mais au minimum vétéran, on le garde, on est d'accord. Oui, si il accepte de re-signer, parce que j'ai les contrats là sous les yeux, s'il accepte de re-signer pour 1 127 000 la saison, franchement, pour faire le pont en attendant que Hufanga prenne la main au poste de safety, oui, 1 127 000, tu re-signes Jacquizz Kittart, faut même pas hésiter. Mais par contre, si vraiment il demande 12 millions comme Jimmy Ward, faut même pas hésiter à lui dire ciao. Non, 12 Parce que- millions, parce que jamais il demandera 12 millions, je pense. jamais. Non, mais même s'il demande 4-5, ça se réfléchit.
À 12, ça se refuse. Donc 4-5, vous le re-signez. Moi, oui, personnellement. Moi non, Mais sur 1 ou 2 ans maximum, le temps que Hufenga prenne la main. non, moi je le garde sur le minimum vétéran. Voilà, moi j'avais noté ça, minimum vétéran. Voilà, allez, comme ça va un peu augmenter, il va toucher 1,5 million la saison, mais voilà, ce tarif-là, ça suffit. Ça suffit. Et s'il a accepté l'année dernière, je pense qu'il acceptera encore cette année, surtout qu'il va se sentir redevable avec son panier percé de la finale de conférence. Alors, un autre joueur qu'il faut aborder, c'est Josh Norman. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prolonger Josh Norman? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va le prendre, on le prend, et lui aussi, minimum vétéran. Minimum vétéran, mais pas... Est-ce que vous lui donnez 3 millions à Josh Norman pour... En fait, est-ce que vous avez envie que Josh Norman Jamais reste? de la C'est vie. ça la vraie question. Moi, s'il est d'accord de payer pour jouer pour nous, c'est ok, on le garde. Ah ouais, moi, au minimum vet, déjà, j'hésite, mais alors s'il demande 3 millions, non, jamais de la vie. Minimum, parce que là, cette année, il touchait plus que Jacques Guitart qui était titulaire. C'est scandaleux. Ouais, mais c'est pour ça que bon voilà, au bout d'un moment il faut remettre les choses en contexte et puis oui, Norman on peut le garder en tant que vétéran et pour tout ce qu'il peut apporter dans le vestiaire et autres et surtout pour aider les jeunes à progresser, mais voilà, minimum vétéran, c'est ce qu'il faut se dire à l'heure actuelle, c'est ça. Alors maintenant, on va arriver sur nos grands blessés. Et on va commencer par Jason Verrett. J'ai fait le calcul hier soir. En 8 ans de carrière, Jason Verrett a joué 31% des matchs de son équipe. Sur plus de 120 matchs, il en a joué que 40 dans toute sa carrière. Donc, mais quand il est titulaire, c'est un très bon joueur. Donc, Ouais, quand il n'est pas blessé, est-ce mais bon. que, est-ce que C'est le vous problème, il est là. le re-signez? Attends, redis-moi le nombre de matchs qu'il a joué en carrière. J'ai dit 40 sur un peu plus de 120. C'est pas ça? Ok. Ah non, 40. Ça se peut. Non, ça se peut, je voulais juste faire un truc. Voilà. Ok, il a touché $402,000 par match. Dans sa carrière. C'est beaucoup. C'est pas du niveau d'escroquerie de Mike Glennon, mais c'est déjà pas mal. À partir de là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le re-signe parmi vous? Oui, je le re-signe, mais au plus bas possible et surtout pas en tant que titulaire, comme ça a été le cas cette saison. Je le garde si on a trouvé une autre option pour jouer titulaire. Puis c'est un gars qui peut rentrer et faire des super performances, on l'a vu, mais c'est pas un gars qui peut jouer 70-80% des snaps comme on aurait voulu qu'il le fasse cette année, c'est impossible. Et voilà, c'est ça. Cette année, il touchait plus de $5 millions et il a pas joué, quoi. Depuis le début de sa carrière, il est tout le temps blessé, comme tu l'as dit, Loïc. Et du coup, faire parier sur ce mec-là pour être notre titulaire au poste de cornerback, c'est pas viable. C'est pas viable. Donc si on peut l'avoir au minimum vétéran, ça reste un très très bon joueur, mais il faut pas le signer à plus parce que cette année, on a payé $5 millions et demi pour un mec qui n'a pas joué, quoi, tout simplement. Et c'est un poste où on a le plus de problèmes de blessures. Donc avoir un gars comme ça qu'on considérerait comme un starter, alors qu'on sait qu'une saison sur deux il la joue pas, c'était une faute professionnelle de le faire en 2021 de la part de Ryans et Shanahan. Non, j'irai pas jusqu'à faute professionnelle. C'est pas jusqu'à faute Non, mais professionnelle. façon de parce parler, que j'exagère un peu, mais c'était grave. L'année précédente, il avait été bon. Comme on dit, quand il est sur le terrain, c'est quelqu'un qui a d'énormes qualités. Malheureusement, il est très rarement sur le terrain. Donc, il faut juste qu'on soit dans quelque chose de cohérent. La cohérence, c'est que c'est un gars qu'il faut qu'on signe au minimum vétéran. Comme ça, c'est un très bon rapport qualité-prix. S'il joue et qu'il est performant, on aura fait une très bonne affaire. S'il se blesse, comme ça va arriver 9 fois sur 10, ça ne coûtera pas beaucoup d'argent. Voilà, franchement, là, les calculs, il faut les faire comme ça. Il faut, surtout avec la masse financière que nous avons cette année, on n'a pas beaucoup d'espace au niveau du cap, donc on ne peut pas aller chercher des trop gros contrats. Donc, moi, je suis totalement d'accord pour garder Verrett, mais à un tarif totalement différent de ce qu'il a touché cette année. Un autre grand blessé, c'est Raheem Mostert. Il sera en fin de contrat, du coup, la semaine prochaine. Est-ce que vous le prolongez pour les performances qu'il a fait quand il n'était pas blessé, ou est-ce que vous y croyez plus? Alors, je vais dire exactement la même chose que pour Verrett. C'est le même style de joueur. Quand il est sur le terrain, très efficace, mais il est très très rarement sur le terrain. L'année dernière, il a joué 2 snaps. L'année précédente, il joue 8 matchs.
Et les saisons précédentes, c'était guère plus. Il a fait une saison à peu près complète, c'est l'année où on va au Super Bowl. Quand il est dans ces conditions-là, il est exceptionnel, mais on peut pas se permettre de le payer cher. Lui aussi, ça serait un petit peu mon leitmotiv de la soirée, c'est minimum vétéran pour lui aussi. Moi, je trouve quand même qu'il a quelque chose à apporter en termes de profil, parce que Elijah Mitchell, on sait qu'on peut compter sur lui s'il n'est pas blessé, même problème. Mais Elijah Mitchell, c'est un profil très, très puissant. Alors que Raheem Mostert, je trouve que si on l'a lui pas blessé, ce qui est peu probable, mais si on l'a en forme, on a un coureur qui est capable de faire un peu ce qu'on faisait avec Deebo Samuel, en moins bien quand même, mais on a un profil ultra rapide et élusif. Je sais pas s'il y a vraiment une traduction à ce mot anglophone, mais moi je trouve qu'en termes de profil, il serait complémentaire avec l'Elijah Mitchell, donc moi je lui donnerais 1-2 millions, mais pas plus. Bah, je pense qu'en fait, ça va dépendre de son état de forme. Je pense que le staff médical des 49ers a bien suivi son évolution cette saison depuis sa blessure. Et ils sont plus au courant que nous de son état physique. S'ils considèrent qu'il est capable de jouer l'année prochaine sans se blesser dès le début, ouais, pourquoi pas à 1-2 millions, mais pas plus. Parce que des mecs qui sont capables de courir vite, c'est la particularité du poste de running back, c'est que des mecs qui sont capables de courir vite, on peut en choper au 5e tour à la draft. Mais est-ce que on se doit de mettre 2 millions de dollars sur un mec dont on sait pas au final s'il va pouvoir jouer? C'est un petit peu risqué. Ouais, c'est sûr, c'est un mec qui court vite, mais c'est pas qu'un mec qui court vite, c'est quelqu'un qui connaît le système sur le bout des doigts, qui a prouvé qu'il savait l'exploiter, qui a réalisé des super performances. J'ai du mal à voir à quel point ce serait une bonne idée de s'en passer si il est revenu au niveau qui était le sien pour le premier match de la saison qui vient de se terminer. Après, s'il revient au niveau qui était le sien, oui, il faut le re-signer, c'est sûr. Mais la grosse question, c'est est-ce qu'il va revenir au niveau qui était le sien? Et alors, le dernier joueur qu'on va aborder, j'ai hésité à nous en faire en débattre parce que je sais pas si c'est vraiment un joueur majeur, mais c'est Arden Key. Arden Key, les gens le connaissent pas forcément, mais c'est un gars qu'on a été chercher sur la depth chart des Raiders, qui a globalement rien fait dans sa carrière, ses 3 premières saisons de sa carrière NFL chez eux, et qui arrive chez nous. Chris Kokurek, notre coach de D-line, s'est dit, je vais le citer une fois par épisode, Chris Kokurek, il s'est dit, il a pris du poids depuis sa draft, je vais le déplacer de defensive end à lineman intérieur, et il a fait 6 sacs et demi cette saison. Je crois qu'il n'y a que Nick Bosa qui en a fait plus, peut-être Armstead, j'ai un doute, mais il est dans une posture où il peut demander un contrat rien que du fait de cette stat, et il a fait 6 sacs et demi en n'ayant joué que 35% des snaps défensifs. Est-ce que vous le re-signez, Arden Key? Oui, bah je pense que c'est un peu le tour de magie de la saison du côté du staff des Niners. Après, on est quand même dépendant de ce que les autres équipes vont avoir envie de lui offrir aussi. Si les enchères s'envolent, c'est encore un joueur qu'on va laisser partir et on va sûrement essayer de renouveler un tel tour de magie sur un autre joueur. Mais s'il est accessible dans les mêmes fourchettes qu'on a parlé précédemment, des 1 million, 2 millions, 3 millions, ça vaut le coup. C'est quelqu'un qui a prouvé qui pouvait être performant dans notre système. Ce serait dommage de s'en passer si il est signable à un prix correct. Ouais, donc c'est totalement ça. Moi, j'ai pris des petites notes. J'avais mis Arden Key entre 2 et 3 millions de dollars par saison. Voilà, moi j'étais parti là-dessus. Parce que c'est vrai qu'il a performé, mais dans notre système, est-ce qu'il performerait dans tous les systèmes? Ça, c'est autre chose. Et c'est pas un titulaire en puissance, mais c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Alors, vu notre masse financière, moi je pars que sur 2-3 millions, pas plus. Alors pour les joueurs suivants, donc comme je l'ai dit, on va pas faire les 28 free agents, mais j'ai quand même fait une liste d'une dizaine de joueurs sur lesquels je vais vous demander soit de dire oui, soit de dire non à la question est-ce qu'on le prolonge? Sans débat ni argumentation, s'il y a vraiment quelqu'un qui dit une dinguerie, on y reviendra, mais on part du principe qu'on répond juste oui ou non. Alors, est-ce que vous re-signez Tom Compton? Elliot? Oui. Olivier? Non. Kevin? Oui, Moi aussi. Est-ce que vous re-signez Daniel Brunskill? Elliot? Pas forcément, je dirais non. Olivier? Oui. Kevin? oui. Moi pas.
Est-ce que vous re-signez Jeff Wilson? Elliot? Au prix actuel, non. Olivier? La même réponse qu'Eliott. Kevin? Non. Eh ben, c'est une unanimité sur lui parce que moi non plus. Est-ce que vous re-signez Jamaica Lasty? Elliot? Non. Olivier? Non. Kevin? Oui. Moi aussi. Est-ce que vous re-signez Jawan Jennings? Oui. Olivier? Oui. Kevin? Oui, 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 oui. Énorme suspense là-dessus. Moi aussi, je le re-signe. C'est un gigantesque oui pour Jenny. Mohamed Sanou, est-ce que vous le re-signez? Elliot? Au minimum vet, oui. Olivier? Non. Kevin? Non. Moi non plus. Trent Sherfield, est-ce que vous le re-signez? Elliot? Oui. Oui. Pour moi, sans problème. Kevin? Oui aussi, je voulais juste rajouter que je pense que c'est un receveur qui a une très forte connexion avec Trey Lance et ce serait dommage de s'en débarrasser au moment où on va lancer Trey Lance justement. Exactement. Oui, il faut au moins essayer. Voilà, c'est pour la même raison que je dis oui aussi. Marcel Harris. Alors, il n'est pas forcément hyper connu, c'est un linebacker safety de profondeur. Elliot? Oui. Aussi, je le garde. Kevin? Non. Moi oui. Dante Johnson. Elliot? Non. Non plus. Olivier? Kevin? Oui. Moi pas. Et enfin, Ross Dwelly. Elliot? Non. Olivier? Sans opinion. Et Kevin? Oui. Bah moi aussi je vais dire sans opinion alors, puisqu'on a le droit maintenant. Je pense que les plus gros désaccords c'est sur les linemen offensifs, mais on y reviendra, on va un peu discuter du poste de garde droit plus tard dans le podcast. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur un des joueurs qu'on a abordé? Ouais, moi juste un petit mot à rajouter sur Jeff Wilson. J'adore ce joueur, j'en ai parlé dans le podcast précédent, mais malheureusement il coûte cher et il n'a pas beaucoup joué l'année dernière. Donc c'est pour ça que je dis non. Mais si on arrive à le re-signer pour un tout petit salaire, je le garde parce qu'il a cette capacité à être très efficace dans la zone rouge et dès qu'on est proche de la ligne adverse, il est capable de marquer. C'est pour ça que c'est vraiment le joueur sur lequel je voulais préciser que je dis non, et surtout par rapport au salaire actuel. Ok, bah alors on va passer à la suite. On a fini pour les prolongations de contrat. On va passer au cut. Et je vais commencer par vous poser une question. Qu'est-ce qu'on fait du contrat de Dee Ford qui est payé, qui nous coûte 12 ou 13 millions la saison prochaine avec presque autant de dead money? C'est compliqué. La situation est compliquée parce que le coûter nous coûterait plus cher que le garder. J'ai les contrats sous les yeux. Si on l'a dans l'effectif en 2022, il nous coûtera 11,9 millions de dollars. Si on le coupe, il nous coûtera 14,4. Donc l'idéal, ce serait de soit trouver quelqu'un pour le trader, ce auquel je ne crois pas, soit réussir avec lui à restructurer son contrat pour qu'on ait plus de dead cap et moins peut-être d'argent garanti, mais en fait trouver une solution pour qu'il nous coûte moins cher. Je suis d'accord. Parce que sur les dernières saisons, il n'a pas assez joué pour justifier un tel contrat. Je suis d'accord. La restructuration ce serait le meilleur scénario. Maintenant, il y a aussi le trade, mais j'y crois pas à l'instant. Maintenant, si je dis pas de bêtises, il nous coûtera plus que 9 millions et demi en dead money si on le coupe après le 1er juin. Ah, ça, j'ai pas les détails pour le coup, je te fais confiance là-dessus. Après, même 9 millions en dead money, ça reste quand même Ça veut dire qu'on récupère 2 millions un et demi. prix énorme. On récupère de l'argent, mais quand même, ça fait beaucoup d'argent perdu. Donc l'idéal, en fait, ce serait juste de restructurer son contrat. Oui, c'est certain, mais là par contre, je signerai comme MVP son agent. Parce que le contrat qu'il a, il est quand même intouchable à l'heure actuelle. Il joue quasiment pas et il est tranquille pour les années et les années futures sans aucun problème. Après la restructuration, je ne sais pas comment on va pouvoir faire pour trouver une solution. Parce qu'à l'heure actuelle, ça me paraît la chose la plus compromise. Il nous reste à espérer qu'il se remette en santé et qu'il soit capable l'année prochaine de nous faire une belle saison.
Faut essayer de jouer, je pense, sur sa corde de compétiteur. Lui dire, écoute, on restructure, mais envoyer des clauses pour qu'en cas de bonne performance, il touche plus d'argent. Et puis le forcer à jouer parce qu'on sait, on l'a vu avec les Chiefs et on l'a vu à ses débuts avec nous que quand c'est un joueur impliqué et en bonne santé, c'est un excellent joueur et il ferait un bien fou dans notre défense qui est déjà très forte sans lui. J'ose même pas imaginer avec un D Ford au top. C'est sûr que Nick Bosa d'un côté de la ligne et Dee Ford de l'autre avec Eric Armstead à l'intérieur et peut-être un Javon Kinlaw qui émergerait, ça ferait un front fort à effrayer tout le monde. On précise juste par contre que la cinquième année, donc l'année 2023, elle est en option sur le contrat de Dee Ford. Donc à voir ce qu'on fera l'année prochaine. Alors maintenant, je vais vous demander s'il y a des joueurs que vous considérez qu'il faut à tout prix couper. Je sais pas s'il faut le couper, mais il faut peut-être faire quelque chose du contrat de Samson Ebukam. Oui. Si personne ne le disait, j'allais le Parce faire. que il touche l'année prochaine 8,2 millions de dollars. Et c'est trop, en fait, pour un joueur de son niveau. C'est un bon joueur, mais qui vaut pas autant. Et surtout, il a que 1,7 million de dollars de dead cap. Donc il y a quelque chose à faire avec son contrat. S'il a envie de rester, tant mieux, mais faut mettre les choses au clair et lui dire que ce sera un prix un peu moindre parce qu'il ne coûtera pas grand-chose si on le coupe. Ça me paraît être la coupe la plus facile et évidente. Soit on le restructure, soit on le coupe, quitte à le re-signer pour beaucoup moins cher, je sais pas. Mais là, en l'occurrence, on récupère 6,5 millions en coupant Samson Ebukam, qui, je pense, n'a pas le niveau d'un titulaire sur notre front fort. Donc à partir de là, 6,5 millions, vu notre situation financière, on n'est pas les Jets, on n'est pas les Jaguars, on a besoin de cet argent, quoi. C'est pas une volonté, hein, entendons-nous bien, mais je parle d'un point de vue financier. Je crois que le contrat de Greenlaw, en dead, rien, on peut économiser encore 2,5 millions, quoi. C'est ça. Ouais, alors je suis d'accord, mais mais en dead, si en dead il n'y a rien et qu'il coûte 2,5 millions, autant le garder parce que il vaut cet argent en fait. Pour moi, Greenlaw, 2,5 millions Greenlaw, c'est pas infamant en fait. Totalement, mais c'est dans la notion de faire des économies. C'est ce que j'ai regardé. Après, il y a plus. Je suis pas certain qu'on soit aussi non plus aussi en galère Non. pour faire des économies sur un mec comme C'est ça, Greenlaw. on n'est pas les Packers ou les Saints qui sont à moins 60 millions. On peut encore se permettre de garder nos titulaires qui coûtent 2,5 millions l'année, je pense. À voir donc ce qu'on fera de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que... C'est le choix. Là, par contre, je suis pas forcément d'accord parce que si on décide de garder Al-Shahir, c'est peut-être 2,5 millions et c'est pas grand-chose, mais pour garder les deux, ça va être compliqué. Donc, vraiment savoir ce qu'on fait, sachant que un va être en fin de contrat cette année et que l'autre ne coûte rien si on le laisse partir. Donc voilà, je parle pas de ressenti au niveau des joueurs, je parle vraiment d'un point de vue purement financier. Donc c'est totalement différent, hein. Ouais, mais je pense que ce serait quand même une mauvaise idée de couper Greenlaw parce que un titulaire qui coûte 2,6 millions la saison, même s'il est en fin de contrat à la fin de la saison prochaine, tu peux aisément prendre. En fait, je considère pas ça comme un risque que de garder Greenlaw à 2,5 millions parce que il y a d'autres joueurs qu'on paye beaucoup plus cher pour un impact moindre. On en a parlé juste avant sur les mecs qui sont en fin de contrat. Enfin, ils touchent quasiment 4 fois moins que Samson Ebukam par exemple. Donc non, pour moi, il faut le garder. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous voulez couper? Jimmy Garoppolo? Non, pas couper, on va Non. le trader. Non, Garoppolo, on en parlera en fin de podcast. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, je vais me faire des amis. que- Je pense que je vais encore me faire des amis, vu que de toute façon, on en a parlé la dernière fois, mais si je me suis pas trompé, je crois que si on coupe Mosley, on peut économiser jusqu'à 5 millions de dollars. Wow, Donc, wow. Tu veux couper Mosley, toi? Ah ben tu me demandes, je dis que j'allais encore me faire des amis. Je vous rappelle que vous voulez, moi, c'est ce que je vous ai dit, un cornerback 1, voilà, ça m'allait pas. Donc si on peut économiser 5 millions, pourquoi pas. Mais c'est pas, voilà, On économiserait que 2,5 en coupant Mosley. Parce qu'il a quasiment 4 millions de dead cap sur son contrat. Pour moi, c'est un non-débat. Je suis désolé, mais Mosley, c'est peut-être pas un receveur 1, c'est facilement un cornerback 1, mais c'est sans aucun problème un cornerback 2 NFL, surtout quand on a un pass rush comme le nôtre qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir Jesse Jackson et Jalen Ramsey en cornerback. À partir de là, un cornerback 2
dans la NFL moderne, ça se paye 5 millions par an. Et pour moi, c'est un bon cornerback 2. Ça pourrait être un cornerback 1 d'une mauvaise équipe. Donc pour moi, c'est un non-débat la coupe de Mosley. Et encore moins pour 2 millions d'argent récupéré. Est-ce qu'il y a un joueur autre que vous voulez couper, autre que Garoppolo? Malheureusement, ça sera pas possible parce que le dead cap est beaucoup trop élevé, mais Mike McGlinchey qui va émarger à presque 11 millions de dollars la saison prochaine, ça me fait quand même extrêmement mal. Mais il n'y a rien qui Ouais, va pouvoir être fait là-dessus à moins de l'échanger. je suis d'accord. Bah, c'est ça, en fait, son dead cap, c'est l'entièreté de son salaire. Donc, après, on peut peut-être, sans, sans le couper maintenant, peut-être travailler une restructuration de contrat parce que justement, appuyer sur le fait qu'il était blessé cette année et voir ça avec lui parce que là, en fait, il touche quasiment 11 millions et c'est tout du garanti, en fait. C'est ça, pour moi, on a 3 joueurs qu'on doit garder dans notre effectif, mais qui sont un peu surpayés quand même. C'est McGlinchey, Jimmy Ward et Eric Armstead. Et attention, Armstead et Ward, moi, c'est des joueurs que je trouve très sous-cotés. Maintenant, Eric Armstead, si on se sépare de Garoppolo, il va nous coûter 20 millions. Ce sera notre joueur le mieux payé. Enfin, en tout cas, le joueur qui nous coûtera le plus cher en 2022. Jimmy Ward, c'est un des meilleurs safety de la ligue, on l'a dit dans l'épisode précédent, mais il coûte 13 millions par an. Et McGlinchey, 11 millions, alors qu'il est souvent blessé et qu'il fait pas le taf dans le pass pro. Pour moi, il y a peut-être moyen d'aller chercher des restructurations sur ces 3 joueurs-là. Ou en tout cas, ce sera un objectif, quoi. Ouais, mais après c'est difficile sur les contrats c'est chaud parce que là au niveau des contrats on a absolument pas la main dessus. Autant on peut parler de ce qu'on voudrait, mais là surtout en restructuration quoi, c'est vraiment c'est super compliqué quoi. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous voulez couper? Pas restructurer, mais vraiment couper. Non, pas spécialement, je pense que tu as fait le tour. Au moins au niveau de leur, de leur contrat, les autres contrats sont plutôt assez corrects, on va dire. Et si ce n'est correct, on perdrait trop d'argent à couper un autre de ces mecs. Non mais finalement quand on regarde un petit peu enfin, ce qui reste en contrat, c'est plutôt pas mal hein. Je veux dire, il y a Ouais. pas Oui, il il y n'y a, a il y a- il y aucun a pas de contrat scandaleux. surpaye. Non, et puis en même temps, ce que je disais pour McClinchy, c'est la fin de son contrat rookie. Donc c'est même pas San Francisco qui décide du prix, hein. C'est le prix, c'est le prix par rapport à là où il était drafté, c'est tout, hein. Oui, donc le choix, c'est pas la négociation. Le problème, c'est pas la négociation de contrat, c'est potentiellement le choix à la draft. Mais ça, c'est un Voilà, mais débat ça après, un peu plus compliqué. Du coup, finalement, il n'y a que Samson et Boukam sur lesquels on est d'accord qu'on y gagnerait vraiment à le couper. Tous les autres, soit il y a trop de dead money, soit le contrat est tout à fait acceptable. Sauf peut-être Dre Greenlaw pour Olivier, mais sinon. voilà, mais parce que quand j'ai fait mon calcul, moi c'était par rapport si on gardait Aziz Al-Shaair, c'est pour ça. C'est juste ça. Ça me paraît difficile de garder les trois en même temps. Alors, je propose qu'on passe aux besoins et aux embauches. Le moment que Olivier attend tant. Et, je vais vous demander du coup quels sont les besoins prioritaires de la draft. Alors il y en a qui sont connus de tous, mais avec qui vous les combleriez ces besoins? Olivier, fais-toi plaisir. Ah, ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Alors, moi, bon, on va pas se cacher. Au niveau des besoins, c'est le poste de cornerback. Donc, on va dire dans l'absolu. Si j'avais vraiment un numéro 1, Jesse Jackson. Je pense que ça fait l'unanimité. On n'aura pas les moyens, mais Jesse Jackson. Moi, il passerait en 1. Sinon, je taperais sur du vétéran. Je pensais à Gilmore ou Peterson, qui sont deux joueurs qui ont dépassé la trentaine, mais qui sont quand même des super cornerbacks. Et je me suis fait un petit plaisir. J'ai vu qu'il y avait un dénommé Douglas qui était cornerback du côté des Packers, qui va certainement avoir du mal à re-signer, qui fait une très très belle saison. Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait être très intéressant, à mon avis. Ouais, je suis plutôt d'accord sur sur les noms que tu as balancés. Bon, évidemment, Jesse Jackson est le corner numéro 1, mais il va prendre un contrat énorme dans l'endroit où il va signer. Après, soit ouais, on part sur un vétéran, mais on en a déjà pas mal. Peut-être pas du niveau de Stephen Gilmore ou Patrick Peterson. Et je rajouterais aussi Chris Harris là-dedans, qui est des Chargers, qui est un très bon corner. Mais j'aime beaucoup l'idée Rasul Douglas. Selon le prix, ça peut être une bonne idée
de signer un mec comme ça. Après, combien il va coûter Est-ce que Rasul Douglas, c'est vraiment un cornerback 1? Parce que pour moi, c'est un peu le même niveau que Mosley, je dirais. Voire même un tout petit peu en dessous. Ah non, Non? je le trouve vraiment meilleur qu'Emmanuel Mosley pour le coup. Moi, je rejoins Elliott là-dessus. Et j'aurais peut-être rajouté d'autres noms, des Desmond King, ça peut être intéressant, des Charvarius Ward, ça peut être intéressant. Casey Howard, moi j'avais aussi. Que... Oui, donc il y a de quoi faire sur le marché des cornerbacks. Après, il va falloir voir qui est tagué, qui préfère rester dans son équipe. Mais Les tags, la période des tags est terminée. Aucun corner a été tagué. Et Ok. on a tagué personne. Les 49ers sont tagués personne. Non, mais il y a que 8 équipes qui ont tagué des mecs. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a besoin d'un cornerback 1 qui fait beaucoup d'interceptions aussi? Parce que on n'a aucun cornerback en 2021 qui a fait plus qu'une interception. Moi je trouve qu'on manque vraiment d'un playmaker à ce poste-là. Et du coup, J.C. Jackson est l'un des joueurs. Je sais plus s'il est devant ou derrière Trevon Diggs dans le classement des interceptions. Il est derrière. Mais c'est un des joueurs qui a fait le plus de. Le deuxième joueur du coup qui a fait le plus d'interceptions en 2021. Et il se blesse jamais. Si je me trompe pas, il s'est jamais blessé. À part peut-être une fois un match pendant sa saison rookie. Donc pour moi, il coche les deux cases dont on a besoin. C'est ne jamais se blesser, faire des interceptions. Donc moi j'ai envie de dire, s'il faut faire de la place, ça me choquerait pas qu'on aille chercher J.C. Jackson. Je pense pas qu'on le fera parce que j'ai pas l'impression que ce soit la façon de faire de Kyle Shanahan de signer des gros joueurs à 18-20 millions. Mais moi je trouve qu'il y aurait une cohérence vu à quel point c'est le joueur dont on aurait besoin. je sais pas si c'est si indispensable que ça, le côté interception. On l'a vu cette année avec Trevon Diggs, par exemple, qui a explosé les compteurs au niveau des interceptions. Et que finalement, le gars se faisait brûler les trois quarts du match. Je suis d'accord, mais J.C. Jackson il est aussi excellent en couverture, ce qui n'est pas le cas de Trevon Diggs. Oui, mais là, dans un sens, Jesse Jackson, il est meilleur que Trevon Diggs de toute façon. Mais ça coûte cher, ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher un cornerback à ce prix-là. Les interceptions, c'est pas ça qui fait pour moi. Je suis d'accord avec Kevin, qui fait pour moi un bon corner. Un Trevon Diggs, il a quand même pris des camions de yards sur la tronche parce que il se concentre que sur le ballon, alors que quand t'es cornerback, si tu te concentres que sur le ballon, bah des fois ton receveur il est 3 mètres derrière toi et le ballon il arrive dans ses mains et toi t'es complètement mort. Donc juste se concentrer sur les. Prendre juste un mec qui fait des big plays, en fait, je pense pas que ça soit la bonne solution. Quel est l'autre besoin et que vous avez identifié? Disons, cornerback c'était le besoin numéro un évident, je pense, pour tout le monde, mais est-ce qu'il y a un autre besoin très important et est-ce que vous avez des idées pour combler ce genre de besoin? Ah, moi j'ai plein de possibilités, hein. Un poste de left guard, il nous faut quelqu'un si au cas où Tomlinson ne re-signe pas. Et il y a des possibilités. Moi j'ai vu Scherf qui va certainement partir des Commanders cette année. Il y a Norwell, il y a Kappa, et moi j'ai vu un petit pari qui serait pas mal, c'est le petit Daniels qui est à Chicago, je crois, qui a tout juste 25 ans, mais qui est déjà pas mal. Ça pourrait faire 4 joueurs qui pourraient remplacer Tomlinson. Après, c'est une question d'argent, toujours pareil. Même si on re-signe Tomlinson, alors Brandon Scherf, je précise juste que Brandon Scherf il vaut un salaire de J.C. Jackson. Donc à choisir, moi je prends Jackson, mais je trouve que même si on re-signe Tomlinson, on a un problème au poste de garde droit. Je sais pas si c'est à la free agency qu'on doit le combler, et peut-être qu'en fait on va juste donner sa chance à Aaron Banks. Mais pour moi, même si on re-signe Tomlinson, on a un problème à l'intérieur de la ligne parce qu'au poste de garde droit on n'est pas fixé, et parce que Alex Mack va prendre sa retraite dans les 2 prochaines saisons. Bah, c'est ça, c'est que l'intérieur de notre ligne, à part Tomlinson, on n'a aucune garantie. Au niveau de jeu, on a garanti Alex Mack, mais on sait pas ce qu'il fait l'année prochaine. Et tu parlais du coup de remplacer ces gars-là si on ne re-signe pas Tomlinson. Vu le prix, par exemple, tu parlais de Brandon Scherf, vu le prix que va coûter Brandon Scherf, autant qu'on re-signe Tomlinson, parce que Tomlinson coûtera sûrement 2 fois moins cher. Donc pour moi, il faut garder Scherf et garder de l'argent, l'écart d'argent pour signer d'autres mecs. Mais c'est un problème qu'il faut adresser. Est-ce que Aaron Banks est capable de jouer ou pas en tant que titulaire? On n'en sait rien, il n'y a que le staff qui le sait. Et donc oui, c'est un problème qu'il va falloir adresser.
Alors, moi, quand j'avais pensé à Scherf, je m'étais aussi dit ça pourrait être sympathique de reformer le duo avec Williams sur le côté gauche. Et vu qu'il a passé 2 saisons à toucher, à jouer sous tag, financièrement, il ne doit pas être trop mal. Et s'il a envie de faire autre chose que prendre des gros salaires, c'est-à-dire de gagner des matchs et d'aller en playoff, il peut demander à son collègue Trent Williams ce que ça fait d'attendre un certain âge pour jouer des matchs de playoff. Et peut-être que on peut tenter le pari de ce côté-là. C'est comme ça que moi c'est pour ça que je les place en numéro 1. Mais je sais que financièrement, sinon ça coûtera trop cher. Mais voilà, il a 30 ans, il a fait toute sa carrière aux Redskins, hashtag FTF, hashtag Commanders. Je pense que maintenant il aimerait jouer dans une équipe qui, je pense qu'au bout d'un moment ça peut donner envie de jouer dans une équipe qui gagne. Ça devrait lui changer la vie. Je suis d'accord, mais là il est annoncé, c'est sur Spotrac évidemment, mais il est annoncé à 13 millions la saison. Je pense que tu as des équipes de playoff qui sont capables de donner beaucoup d'argent pour un guard de ce niveau, et je pense pas qu'on ait les moyens de donner ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a authentifié un besoin? On en a parlé un petit peu la dernière fois quand on disait qu'on avait Boza d'un côté, il fallait quelqu'un de l'autre. Donc là aussi sur le poste de Edge, où on va chercher du vétéran, du Jason Pierre-Paul, Justin Houston, Ingram, ou alors on peut aller chercher, mais là c'est toujours pareil. Mon choix numéro 1, ça serait Reddick, le gars des Panthers. Et en deuxième position, je pensais qu'on pourrait tenter aussi le petit Barnett, enfin petit c'est une façon de parler, qui joue aux Eagles. Il a tout juste 25 ans et il arrive lui aussi en fin de contrat. Ça pourrait être intéressant pour nous aussi, à des tarifs qui seraient pas trop, je pense pas trop élevés. J'ai eu peur que tu nous renvoies du Solomon Thomas, là. J'ai eu une petite angoisse. Il est free agent, lui? Oui. Il est free agent, ouais. Quand j'ai la liste des agents libres sous les yeux, et quand j'ai cherché Barnett, j'ai vu Solomon Thomas à côté et j'ai eu un frisson qui m'a parcouru les chines. J'espère que tu n'y pensais pas. Non, moi c'était ma petite liste, elle était là, voilà. J'étais parti sur ces gars-là. Moi, pour le poste de edge rusher, je suis d'accord qu'il manque quelqu'un, mais j'attendrai plutôt la draft parce que, alors je suis pas un expert draft, loin de là, mais ce qui ressort, c'est qu'il y a une classe de edge rusher extrêmement talentueuse et extrêmement profonde. Du coup, je me dis qu'on peut facilement aller chercher du talent au deuxième tour à ce poste-là. Et qu'on n'a pas non plus besoin d'investir 10 millions sur un edge rusher élite, vu la D-line qu'on a déjà. Alors au deuxième tour, ayant un petit peu suivi ce qui se passe à la draft cette année, au deuxième tour c'est vrai qu'on pourrait avoir un bon edge rusher. Après la question c'est est-ce que c'est notre priorité au deuxième tour ou pas? Je pense pas, parce que... c'est un titulaire à un poste important, quoi. Ce serait un titulaire à un poste, ce serait un titulaire à un poste important, mais je pense qu'on a peut-être des besoins. En fait, ça dépendra vachement de notre free agency, notre draft, c'est toujours pareil en NFL, et du coup la question c'est est-ce qu'on signe un edge rusher à la free agency et on prend peut-être un cornerback à la draft, ou est-ce qu'on signe un cornerback à la free agency et on prend dans ce cas-là un edge rusher à la draft? Il y a aussi des bons cornerbacks à la draft. C'est ça, en fait, ça dépendra aussi de la meilleure, du meilleur joueur disponible et de la meilleure augmentation de poste qu'on peut avoir à la free agency, quoi. Alors moi en besoin j'avais aussi receveur profond, mais apparemment personne ne me suit, donc Mais si, vas-y, parle-en. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, on t'écoute. C'est ton moment. J'en avais déjà un peu parlé sous forme d'une question dans l'épisode précédent. Personne m'avait suivi et j'avais pas rebondi vu que j'ai l'unanimité contre moi. Mais je trouve que comme Deebo Samuel, c'est le meilleur receveur de la ligue sur tracé court, ce serait un peu gâché de lui faire une majorité ou même ne serait-ce qu'une grande partie de tracé dans le deep. Brandon Ayuk, il est capable de tout, mais c'est quand même je sais pas si c'est un mec qui va te faire des réceptions de 40 yards, 100 yards après réception. Moi, je trouve qu'un Will Fuller, qui coûterait entre 5 et 8 millions de dollars, ça pourrait le faire. Moi, je trouve qu'on a besoin de renforcer surtout l'attaque, parce que notre défense, avec Nick Bosa et Fred Warner, on sait tout faire avec, et parce qu'on a un quarterback à développer. C'est ça la mission de 2022, c'est de développer notre quarterback, de le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Donc pour moi, même si receveur, c'est pas la priorité absolue, il faut continuer de renforcer ce genre de poste pour aider Trey Lance et lui donner des receveurs adaptés à son style de jeu. Après, si tu décides de dépenser du 6, 7, 8 millions sur un receveur, moi, il y a un Juju Smith-Schuster qui me ferait rêver quand même. Bah c'est ça, en fait. Si tu te sens prêt à lâcher du 7-8 millions sur un receveur, je
je suis d'accord avec Kevin que ce serait plus intéressant de signer un Smith-Schuster qu'un Fuller. J'ai eu un peu peur déjà quand tu as commencé à insister sur le fait que tu voulais un receveur capable d'aller en deep, que tu parles de Deshaun Jackson, j'ai cru que j'allais vomir, mais tu m'as rassuré assez vite. Non, après pour ce que tu disais Loïc, moi je suis pas d'accord avec toi sur quand tu dis il faut absolument pour aider Trey Lance avoir des receveurs. Les receveurs tu les as. Si vraiment tu veux aider Trey Lance, il faut à mettre 8 ou 9 millions, tu les mets sur les hommes de ligne. Le plus important c'est de renforcer ta ligne offensive dans ces cas-là. C'est pas lui trouver des receveurs. On les a les receveurs. On en a Sur déjà la parlé ligne, on a dernière fois. déjà 2 tackles, on a déjà un left guard normalement qu'on devrait prolonger. Alex Mack normalement ne prend pas sa retraite. Donc pour moi, la principale marge d'amélioration, ce serait de lui donner un mec capable de faire des énormes big plays 1 fois, 2 fois par match. Moi, c'est ça que je veux. Je suis pas forcément d'accord avec toi parce que on a déjà plus ou moins des mecs capables de faire des big plays. T'en parlais assez bien, même si Debo c'est pas un receveur profond, ni Ayuk, etc. Mais on a des mecs qui ils sont capables en fait de faire ces choses-là, même si c'est pas leur spécialité. Et surtout, si tu le protèges pas, lui sera pas capable de lancer s'il est déjà saqué en fait. Donc je pense que c'est plus important en fait de renforcer parce que tu as dit on a 2 tackles, on a un guard, on a un centre. Bah ouais mais il nous manque un guard en fait. Parce qu'une ligne offensive c'est 5 et que tu peux te faire trouer n'importe où. Ben moi, poste de garde droit, j'aimerais bien laisser sa chance à Tom Compton parce que je trouve qu'il a fait du bon taf. Avant tout dans le run block d'ailleurs, quand Mike Lynchy était pas là. Bon, je me fie surtout au stade de PFF quand je dis ça parce que les performances individuelles des linemen offensifs, c'est pas non plus mon domaine de prédilection. Mais je trouve qu'un gars qui a. Enfin, moi, j'ai pas trouvé qu'il était forcément beaucoup moins bon que Mike McGlinchey, alors qu'on s'attendait à se faire marcher dessus, sauf en playoff, peut-être quand même. Et surtout, il a été excellent dans le run block, ce qui est quand même ce qu'on demande en priorité à nos gardes dans notre système. Ouais, mais t'as tout dit. T'as tout dit. T'as parlé qu'il a été bon sur la saison régulière et après en playoff. Et c'est un petit peu le point dont parlait Elliott la dernière fois, quand il dit qu'à San Francisco, c'est bien d'être bon en match de saison régulière, mais ce qui compte surtout, c'est les playoffs. Donc là, au niveau des playoffs, on a vu quand le niveau a augmenté, lui, il n'a pas réussi à augmenter le sien. Oui, bah, c'est Tom Compton, hein, c'est pas Ronnie Stanley, donc tu peux pas lui en demander des masses non plus. Pour terminer, on va débattre assez rapidement parce qu'on a déjà été long, mais on va débattre du trade qui est fortement dans l'air, qui pourrait même déjà être arrivé au moment où vous nous écouterez. Mais nous, on enregistre le mercredi 9 mars, et à ce moment-ci, Garoppolo est toujours sous contrat chez les 49ers. Mais on a vu quand même que Carson Wentz a été envoyé à Washington. Il y a une place qui s'est libérée chez les Colts. Est-ce que c'est là-bas que vous le voyez aller, Jimmy Garoppolo, dans les jours ou les semaines qui viennent? Bah, ce matin, en pensant à l'avenir de Jimmy Garoppolo, je me disais que je le voyais difficilement ailleurs qu'aux Commanders. Et puis voilà, juste avant l'enregistrement, les Commanders récupèrent Carson Wentz. Donc ouais, Indianapolis, j'ai du mal à y croire parce que ils sont pas très très bien pourvus en tour de draft. J'ai du mal à y croire. Je le verrais plus du côté de Pittsburgh, pour être bien honnête, où je trouve qu'il ferait un excellent remplaçant à un Ben Roethlisberger, dans le sens où il a un niveau de jeu, pas un niveau de jeu, mais une façon de jouer qui se rapproche énormément de ce que faisait Ben Roethlisberger. Enfin, moi, par contre, je pense qu'il fitterait beaucoup plus aux Colts, hein. Parce que les Colts, ils s'appuient sur un jeu au sol important et on ne lui demanderait pas de faire autre chose que ce que faisait Carson Wentz, juste de le faire un peu mieux Carson Wentz. Et je pense que pour les Colts, ça serait le fit parfait. Après, pour nous, ce qui nous arrangerait le plus, c'est qu'il signe aux Steelers, en partant du principe qu'il nous lâcherait un premier tour de draft. Mais sinon, pour Jimmy G, je le vois vraiment aller aux Colts. Ça serait vraiment le meilleur endroit pour lui. Mais quel est l'intérêt pour les Colts d'aller chercher un joueur quasiment identique à Carson Wentz? Il y a pas une très grande différence entre les deux. Ouais, moi j'ai du mal à voir les Colts trader pour un quarterback cet été. Ils l'ont fait l'année dernière, ils ont lâché beaucoup trop pour récupérer Carson Wentz. Ils n'ont pas forcément envie, je pense, de lâcher des picks qu'ils n'ont en plus même pas pour un mec qui serait du même niveau, plus ou moins équivalent que Carson Wentz. J'ai du mal à comprendre, à voir une logique en fait là-dedans. Je suis plutôt d'accord que s'il part, je le vois bien aller à Pittsburgh. Ou alors le troll ultime, c'est qu'il va remplacer Russell Wilson à Seattle. Moi, je trouve qu'il y a une autoroute de San Francisco à Pittsburgh, parce que l'attaque de Pittsburgh,
c'est un peu. Enfin, disons que Jimmy G, comme l'un de vous l'a déjà dit, c'est un peu le même profil que Roethlisberger. Par contre, les gars, quand vous dites qu'il a il a le même profil que Roethlisberger, il en est un peu loin quand même. Hein, je veux dire, si. Non, il a le même profil que Roethlisberger l'année dernière, c'est-à-dire le Roethlisberger de 39 ans qui était pas capable de mettre un pied Le devant. Roethlisberger des 3-4 dernières années, quoi. On parle pas du Roethlisberger qui a emmené les Steelers au Super Bowl. Parce que voilà, moi c'est pour ça que j'allais dire ouais, mais bon, donc on parle de sa fin de carrière, d'accord, Mais on ok. parle de la génération actuelle des Steelers, des joueurs qui sont là actuellement et du système actuel des Steelers. Et les Steelers, contrairement aux autres équipes qui seraient potentiellement sur le dossier Jimmy G et qui ont besoin d'un quarterback, les Steelers, c'est déjà une équipe qui a le niveau pour aller en playoff. Et Garoppolo, ça peut être le mec qui va faire que les Steelers vont retrouver le niveau de 2020. Alors, ils vont peut-être pas commencer par 11 victoires la saison prochaine parce que Jimmy G, il n'a pas la régularité pour. Mais ça peut être le quarterback qui va les faire revenir au niveau de avant la dernière saison de Roethlisberger qui a été vraiment très mauvaise. Et pour finir sur les Steelers, je trouve qu'envoyer un pick 20 pour le quarterback le plus prisé du marché, c'est cher, mais c'est pas déconnant non plus. Et en plus, la QV de draft de cette année est très défensive. Or, les Steelers, en défense, ils sont déjà blindés. Je trouve qu'il y a beaucoup d'arguments pour dire que ce serait compatible d'envoyer Garoppolo aux Steelers. Je suis plutôt d'accord. Après, quand on a vu le trade de Vance qui vient d'arriver et Vance vient de partir pour 2 troisième tours de draft, ça m'inquiète un peu sur la contrepartie qu'on va pouvoir aller chercher parce que je vois pas non plus un écart aussi élevé entre Vance et Garoppolo qui ferait que Vance parte pour des troisième tours et que Garoppolo parte pour des premiers, quoi. Ouais. Enfin, la différence fondamentale, c'est que Wentz, il a quand même une super équipe, il va pas en playoff, et Garoppolo, il se retrouve lui avec une équipe qui est aussi bonne, voire meilleure que les Colts, et lui, il va en finale de conférence. Et les 2 saisons comme on en a déjà dit, les 2 saisons qu'il a fait complètes, eh bien, il t'a mis une fois au Super Bowl, une fois en finale de conférence. Et ça vaut plus que Wentz et ses blessures, à mon humble avis. Oui, mais je suis pas sûr que dans la tête des équipes, Jimmy Garoppolo soit vu comme un quarterback bien supérieur à Carson Wentz. Je suis à peu près persuadé que les Commanders ont proposé à peu près la même chose aux 49ers et que les 49ers ont tourné le dos à cette offre-là en pensant pouvoir avoir plus, mais je suis assez inquiet et j'imagine quand même que les 49ers risquent de devoir accepter une offre à peu près à ce niveau-là. Alors, pour terminer, j'avais dit sur Twitter qu'on répondrait à quelques questions si les auditeurs en avaient. On a répondu, je pense, à la plupart des questions dans le contenu du podcast. Juste José qui nous demande quelle priorité pour la draft. Bah, forcément, ça va dépendre de la free agency. Donc, on verra ça dans un prochain épisode. Dans quel team va aller Jimmy G et on va en retirer combien? On a répondu puisqu'on a fait un débat là-dessus. Quelles sont les priorités de la free agency? On l'a fait aussi. Et enfin, est-ce que vous prenez Stephen Gilmore sur un contrat de 2 à 3 ans à 10 millions? Moi, je prends. Oui, moi aussi, on a un besoin vital de cornerback 1, on l'a dit à plusieurs reprises, et Stephen Gilmore, c'est quasiment ce qui se fait de mieux sur le marché en ce moment. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut Je suis avoir Gilmore d'accord, pour 10 je suis millions? d'accord. C'est un autre problème. Ça dépendra en fait des. En fait, ça dépendra vachement du contrat que va signer JC Jackson. Je pense il va mettre le ton pour tout ce qui va se passer à côté. Et si JC Jackson signe un contrat extraordinaire pour un cornerback, peut-être que Gilmore va potentiellement partir assez cher. Mais moi, je le vois bien signer un contrat dans les 10 millions la saison. Je trouverais ça pas très surprenant. Et dernière question pour terminer. Est-ce que maintenant que Russell Wilson a quitté Seattle, les 49ers vont enfin arriver à battre les Seahawks? Non, impossible. Non, malheureusement, il y a une règle dans la ligue qui fait qu'on bat pas les Seahawks. Et je pense que, par contre, si on bat les Seahawks, la dernière fois qu'on les a battus, on est allé au Super Bowl. Donc si on bat les Seahawks, je pense qu'on pourra prévoir nos billets pour aller à Phoenix l'année Après, prochaine. cette règle a été promulguée par et pour Russell Wilson. Donc est-ce qu'elle sera encore en vigueur après son départ? L'avenir nous le dira. Ouais, j'ai envie de faire preuve d'optimisme un petit peu. J'ai quand même l'impression que l'époque des Seahawks qu'on a connue est dorénavant terminée. Je pense qu'ils vont partir sur un cycle de reconstruction
Et j'ai du mal à les voir à plus de 4-5 victoires la saison prochaine. Donc je pense qu'on va leur marcher dessus comme il se doit. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à la Free Agency 2022 des 49ers. On rappelle que la Free Agency débutera mercredi, donc mercredi 16 mars à 22h. Si vous voulez vous tenir informé de l'actualité pendant cette période où une signature peut tomber à n'importe quel moment, vous pouvez me suivre sur Twitter sur le compte 49ers Belgique ou @49ersBE, et vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook San Francisco 49ers France. En attendant, nous, on se dit à très vite dans le Faithful Podcast.